Pour l'expliquer, je voudrais reprendre un exemple qui a été utilisé, qui a été cité par une chercheuse italienne qui s'appelle Natalie Tocci, qui est directrice de l'Istituto Affari Internazionali, lors d'une conférence de l'Agence européenne de défense qui s'est tenue au printemps 2023. Lors de cette conférence, Madame Tocci a posé une question à l'auditoire, aux participants. Elle leur a demandé s'ils considéraient qu'au cours des dernières années, et depuis que la guerre en Ukraine avait éclaté, s'ils considéraient que la défense européenne avait fait des progrès. Tout le monde a levé la main et a dit oui, absolument, il y a eu des progrès. L'Union européenne a lancé une politique industrielle de défense, ce qui est vrai. Elle a mis en œuvre plusieurs initiatives importantes. Il y a du progrès. Ensuite, Madame Natalie Tocci a posé une deuxième question. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les Européens sont plus autonomes stratégiquement de ce qu'ils étaient dans le passé et d'avant la guerre en Ukraine? Les membres de la conférence sont restés silencieux. Pourquoi? Parce que la réponse est assez évidente. Non, les Européens ne sont pas plus autonomes stratégiquement des États-Unis, ils le sont même encore plus. Or, il faut comprendre que la défense européenne a été lancée en 1999 avec l'objectif de rendre les Européens capables d'agir de manière autonome des Américains, surtout en Europe ou dans leur voisinage, pour pouvoir faire face aux défis sécuritaires auxquels ils étaient confrontés. La défense européenne est née après les guerres balkaniques, lorsque les Européens s'étaient rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de sécuriser les Balkans sans l'intervention des États-Unis. Donc, cette défense européenne est née d'un double constat, celui de l'impuissance et celui de la dépendance. Et son objectif était celui de pallier ce problème d'impuissance et de dépendance des Européens. On voit aujourd'hui, en 2023, qu'avec la guerre en Ukraine, les Européens sont encore plus dépendants de ce qu'il en était en 1999 des États-Unis, et donc on peut considérer qu'on est quasiment revenu à la case de départ, ce qui signifie, en d'autres termes, que jusqu'à présent, au moins d'un point de vue opérationnel, purement opérationnel et stratégique, la défense européenne a été un échec. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ambition des Européens de développer une autonomie stratégique propre et les difficultés que les Européens ont à développer cette autonomie stratégique propre est du ressort presque plus psychologique que politique ou stratégique. Et pour l'expliquer, on pourrait citer un exemple qui peut paraître un peu bizarre, un peu provocateur, mais qui est quand même assez parlant. Il y a quelques années, en France, un film qui s'appelait Tanguy était sorti. Ce film racontait l'histoire d'un jeune adulte qui devait avoir la trentaine ou qui se rapprochait de la trentaine. Et ce jeune adulte était une personne brillante qui avait un métier très intéressant, intellectuellement très évolué, il gagnait bien sa vie, il avait une vie mondaine très riche, il avait une copine, il s'amusait dans la vie, mais il habitait toujours chez ses parents. Et ses parents n'en pouvaient plus, ils souhaitaient qu'ils deviennent indépendants, qu'ils puissent s'émanciper et retrouver eux-mêmes une certaine liberté. Mais Tanguy ne voulait pas quitter la maison de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il s'y sentait en sécurité, parce qu'ainsi il pouvait ne pas penser à un tas de choses et se concentrer sur ce qu'il aimait, son travail, sa vie mondaine, etc. Vous l'aurez compris, Tanguy, dans notre parabole, ce sont les Européens et les parents de Tanguy, ce sont les États-Unis. Pour l'expliquer avec un exemple, nous pourrions citer le cas du transfert de chars d'assaut Léopard à l'Ukraine de la part des Européens. En 2023, les Ukrainiens ont demandé aux Européens de pouvoir bénéficier de chars d'assaut Léopard pour faire face à la Russie. Ces chars sont fabriqués par les Allemands et les Allemands étaient très hésitants à fournir ces chars d'assaut parce qu'ils avaient peur qu'une telle fourniture aurait pu aggraver le conflit. Alors les Allemands ont demandé aux Américains de fournir eux aussi des chars d'assaut, les Abrams, les chars d'assaut américains, aux Ukrainiens pour qu'ils puissent de leur côté également fournir des chars d'assaut Léopard. Ils ne voulaient pas le faire tout seuls. Pourtant, d'autres pays européens, notamment les Britanniques, avaient promis aux Ukrainiens déjà d'envoyer leurs chars d'assaut, les Challengers, dans le cas des Britanniques, les Polonais aussi avaient déjà transféré des chars d'assaut de fabrication soviétique aux Ukrainiens, mais cela ne suffisait pas aux Allemands. Ils voulaient absolument, avant d'envoyer leurs propres chars d'assaut Léopard aux Ukrainiens, ils voulaient que les Américains en fassent autant pour se sentir mieux protégés par les Américains. Et donc, ils ont fait énormément de pression sur Biden, et Biden finalement a accepté d'envoyer une trentaine de chars Abrams aux Ukrainiens de façon à ce que les Allemands n'aient plus de réticence et puissent envoyer leurs chars d'assaut Léopard. Cet exemple prouve bien que les Allemands avaient besoin d'être tenus main dans la main
par les Américains avant de prendre une décision stratégique aussi importante, ce qui prouve qu'ils ne sont pas stratégiquement adultes et qu'ils se comportent un peu encore comme des ados attardés, un peu comme notre Tanguy dans notre exemple. Après, on pourrait considérer que les Français ont une attitude différente, ils essayent d'affirmer leur autonomie stratégique de la France et de l'Europe, ont un discours beaucoup plus volontaire et veulent souvent essayer de se démarquer des États-Unis. C'est peut-être vrai dans la théorie, mais on constate quand même que dans la pratique, à Bruxelles, lorsque il faut essayer de développer une politique de défense commune au niveau européen, les Français peuvent être réticents, c'est-à-dire qu'ils ont peur d'un processus d'intégration dans le domaine de la défense, parce qu'ils sont très attachés à leur propre souveraineté nationale, et que donc ils ne font pas toujours tout ce qu'il faut pour que se développe une véritable politique de défense intégrée au niveau européen, ce qui fait penser un peu à cet adolescent qui a des velléités, qui a des beaux discours, mais qui ensuite n'est pas véritablement capable de faire ou d'accepter de faire ce qu'il faut faire pour devenir indépendant. Donc, tant les Français que les Allemands ressemblent un peu, et tous les autres pays de l'Union européenne, bien entendu, ressemblent un peu à ce Tanguy qui ont du mal à s'émanciper ou à faire ce qu'il faut pour s'émanciper de leur tuteur. Pour Tanguy, c'était les parents. Pour nous, les Européens, ce sont les Américains. Non, on ne doit pas en conclure que l'Union européenne n'existe pas comme acteur stratégique. Ce serait un peu excessif comme jugement. L'Union européenne, depuis quelques années, a développé une politique industrielle de défense assez intéressante. Elle vise à financer les industries de défense européennes pour qu'elles se européanisent et pour qu'elles puissent travailler à une échelle européenne. Elle finance des transferts d'armes à l'Ukraine, donc elle joue un certain rôle. Mais ce n'est pas un rôle de protagoniste, c'est plutôt un deuxième rôle. Elle intervient plutôt dans un deuxième temps, dans une crise, pour appuyer des décisions et des politiques qui ont été définies par ailleurs, souvent en dehors de son cadre, à Washington ou éventuellement dans les capitales nationales. Dans ce contexte, l'Union européenne ne paraît pas tellement comme un acteur stratégique, mais plutôt que comme un acteur stratégique, elle apparaît être un sponsor stratégique qui intervient dans un deuxième temps.